Cléopâtre, une reine, une séductrice, une véritable déesse, un personnage devenu légende. Elle était sexuellement attirante, intelligente, puissante. Donc ça a posé problème aux historiens. Dans sa famille, l'inceste et les meurtres étaient monnaie courante. Elle a captivé le grand Jules César avant de tomber sous le charme du débauché Marc-Antoine. C'est la plus belle histoire d'amour qui ait jamais existé. Le récit de sa vie éclipse aussi bien les tragédies de Shakespeare que les films hollywoodiens. Elle était prête à tuer, à séduire et à coucher avec n'importe qui du moment que c'était nécessaire. C'était une mère aimante, mais aussi une tueuse féroce, une politicienne impitoyable, une femme dont le charisme était légendaire. Elle dégage un charme puissant. Voici l'histoire de la vraie Cléopâtre. Très vite après sa naissance, en 69 avant Jésus-Christ, Cléopâtre doit se battre pour le trône d'Égypte et pour sa propre survie. Elle grandit dans la cité royale d'Alexandrie, où la vie politique est rythmée par les intrigues, les mensonges et les meurtres. Car elle est issue de l'une des dynasties les plus violentes et les plus féroces de l'histoire, les Ptolémées. Même aux yeux des historiens de l'époque, le règne de la dynastie ptolémaïque avait des allures de mélodrame. Il y avait du sang, de la violence, mais il y avait aussi des exécutions discrètes. Tout ça faisait partie du quotidien de ces familles. Et lorsque les Ptolémées ne s'entretuent pas, ils se marient entre eux. Il pouvait y avoir des mariages entre frères et sœurs, des mariages entre mère et fils. L'inceste était monnaie courante au sein de la dynastie. Cléopâtre n'échappe pas aux habitudes de sa famille. Elle épouse son frère, le pharaon Ptolémée XIII, avant de le forcer à fuir Alexandrie. Mais la dynastie Ptolémée n'est pas le seul danger auquel Cléopâtre doit faire face. Car une force surpuissante menace alors la civilisation égyptienne dans son ensemble. La République romaine, dont l'empire ne cesse de s'agrandir. À cette époque, Rome était en pleine expansion territoriale autour de la Méditerranée. Et avec toutes ses richesses et ses ressources, l'Égypte de Cléopâtre était une cible de choix pour la République. César voulait absolument annexer ce territoire, et il était prêt à tout pour y arriver. L'armée romaine est trop puissante et trop efficace pour les troupes égyptiennes. Cléopâtre le sait. Le seul moyen de tenir les Romains à distance est de s'allier à Rome. Et pour y parvenir, elle séduit le légendaire dictateur romain Jules César. Cléopâtre a utilisé ses atouts avec beaucoup de finesse et d'intelligence. Âgée de 25 ans, Cléopâtre règne désormais seule sur l'Égypte. De sa liaison avec César naît un enfant, un garçon surnommé Césarion, en qui Cléopâtre voit non seulement l'héritier de son trône, mais aussi l'héritier d'un nouvel empire issu de l'union des puissances romaines et égyptiennes. À ce moment-là, Cléopâtre était complètement à l'abri de la soif de conquête de César. La situation était idéale. Mais le 15 mars 44 avant notre ère, l'avenir radieux qu'avait imaginé la souveraine égyptienne est réduit à néant. César est assassiné. Et l'Égypte se trouve à nouveau en danger. La mort de César est une catastrophe pour Cléopâtre. Elle aurait pu tout perdre avec le meurtre de César. Mais en vraie combattante et en fine stratège, il était hors de question pour elle de baisser les bras. Elle a refusé de s'avouer vaincue. Son amant et protecteur disparu, Cléopâtre a besoin d'un nouveau soutien pour empêcher l'invasion et le pillage de son royaume.
il lui faut absolument trouver un nouvel allié à Rome. Jamais les enjeux n'ont été aussi élevés. C'est son avenir, mais aussi celui de son fils et de son royaume qui sont menacés. Sur le plan politique, elle était la seule à pouvoir se rapprocher de la République pour tenter de rétablir ce lien qui unissait l'Égypte à Rome quand César était encore au pouvoir. Cléopâtre jette alors son dévolu sur l'un des successeurs de César, membre du nouveau triumvirat à la tête de la République romaine, Marc-Antoine. Fidèle de César, il deviendra le nouvel amant de Cléopâtre. Il sera son plus grand amour, mais aussi celui qui précipitera sa mort. C'était un homme qui se voyait comme le descendant d'Héraclès, l'équivalent grec d'Hercule. Il relevait l'ourlet de sa toge pour montrer ses jambes musclées. Il portait une épée pour se donner la prestance de ces héros presque barbares de la mythologie grecque. Mais tout héros a ses faiblesses. Marc-Antoine était incapable de contrôler ses envies et ses désirs, que ce soit pour les plaisirs de la boisson ou pour les plaisirs de la chair. Il se saoulait en public, il festoyait avec des acteurs, avec des esclaves affranchis. Il faisait ce qu'il voulait parce que son statut d'aristocrate le lui permettait. Et pour Cléopâtre, former une alliance avec ce puissant séducteur est le meilleur moyen de protéger ses intérêts. En l'an 41 avant Jésus-Christ, Cléopâtre part à la rencontre de Marc-Antoine qui séjourne alors dans son palais de Tarse. À bord de son navire, elle prépare un spectacle destiné à subjuguer le Romain. Un tableau aussi somptueux que sensuel, qui révèle toute la richesse et la puissance de l'Égypte et où tout est pensé pour aider Cléopâtre à accomplir son objectif, séduire Marc-Antoine. Elle sait que Marc-Antoine a un faible pour les femmes. Et elle sait qu'il y a de bonnes chances pour qu'il tombe sous son charme. Elle a tiré avantage de sa réputation. Et elle a tout fait pour accaparer son attention avant même de le voir, en arrivant notamment à Tarse avec du retard, pour qu'il s'impatiente et qu'il perde un peu la tête. Et je pense que ça a fonctionné. Je pense qu'il ne tenait plus en place au moment de la rencontrer. Une fois sa flotte entrée dans le port de Tarse, Cléopâtre se met en route vers le palais, offrant un spectacle qui dépasse toutes les attentes de Marc-Antoine. La scène est si merveilleuse que même 100 ans après, Plutarque, le plus grand historien de la Rome antique, en décrit les moindres détails. Elle arriva tranquillement en bateau, naviguant sur le Cydnus dans un vaisseau dont la poupe était d'or et les voiles pourpres. Elle était étendue de tout son long sous une canopée d'or et des garçons nus, semblables à des héros, agitaient des éventails pour rafraîchir leur maîtresse. Voilà, on devine tout de suite l'érotisme et la théâtralité de cette scène. Cléopâtre fait son entrée en se présentant à la fois comme un objet de désir, mais aussi un objet de crainte. Tout était pensé, tout était réfléchi, et c'est elle qui a pris le dessus avec cette arrivée. C'est elle qui décidait. Elle a fait parvenir un message à Marc-Antoine pour lui faire comprendre que c'était à lui de venir la voir. En le forçant à sortir de son palais et à se présenter devant elle et devant sa cour, elle a inversé les rôles. C'était un pari très risqué, mais ça a fonctionné. Effectivement, le plan de Cléopâtre fonctionne à merveille. Marc-Antoine tombe sous le charme de la reine égyptienne avant même de l'avoir rencontrée. Il savait qu'elle cherchait à le séduire. Et elle savait qu'il voulait les richesses de l'Égypte. Ça faisait partie du jeu. Cléopâtre engage une partie décisive car sa survie en dépend. Mais elle sait que Marc-Antoine a besoin d'argent pour ses campagnes militaires.
Elle lui offre donc sa fortune en échange de sa vie, de la vie de son fils et de l'indépendance de l'Égypte. Cléopâtre ne fait pas de distinction entre le plaisir et les affaires, car pour elle, la sexualité est synonyme de pouvoir. Il y a sûrement eu de la manipulation. Intelligente comme elle l'était, je pense qu'elle l'a laissé croire qu'il l'avait séduite. Il y avait une vraie tension sexuelle entre eux. C'était électrique, presque explosif. Et je pense que c'est la plus belle histoire d'amour qui ait jamais existé, notamment parce qu'il y avait un désir ardent de part et d'autre. Comme avec César quelques années plus tôt, Cléopâtre joue de son intelligence et de ses charmes pour conserver sa place et son pouvoir. Marc-Antoine deviendra l'amour de sa vie et la raison de sa mort. Très vite, la reine égyptienne et le triumvir romain se consument dans une passion incandescente, laissant libre cours à leur désir de luxure, de débauche et de pouvoir. Une liaison fatale pour les deux amants et pour le monde qu'ils espéraient bâtir ensemble. Trois ans après l'assassinat de Jules César, Cléopâtre retrouve une place de choix au sein de la République romaine. Ébloui par sa rencontre avec la reine égyptienne à Tarse, Marc-Antoine ne tarde pas à la rejoindre à Alexandrie. Officiellement, il est en Égypte pour obtenir des fonds qui lui permettront de financer ses campagnes militaires. Mais les vraies raisons de son séjour à Alexandrie sont autres. Il se plaisait en Égypte. Il aimait passer du temps au gymnase d'Alexandrie, où il pouvait affronter d'autres athlètes, montrer son corps et ses capacités physiques. C'était un environnement fait pour lui. Mais surtout, Marc-Antoine s'est épris de Cléopâtre et de la culture exotique qu'il découvre à ses côtés. César est arrivé à Alexandrie en conquérant, tandis que Marc-Antoine s'est immergé dans la culture. Il buvait avec ses amis égyptiens, il buvait à la table de Cléopâtre, il s'est complètement intégré. Quand Cléopâtre et Marc-Antoine étaient ensemble, tout était placé sous le signe du plaisir. Ils organisaient des fêtes et des banquets où ils se permettaient tous les excès. C'était un spectacle de débauche. Et ils invitaient les grandes figures de l'époque avec qui ils buvaient à outrance. Mais si les plaisirs sont frivoles, la relation, elle, se fait de plus en plus sérieuse. Cléopâtre avait séduit Marc-Antoine par pure stratégie politique. Mais en quelques semaines seulement, la stratégie se transforme en idylle. Je pense que sa relation avec Marc-Antoine était beaucoup plus passionnelle que sa relation avec César, qui était plus un jeu de pouvoir qu'un véritable amour. Sa liaison avec César était beaucoup plus cérébrale, alors que sa relation avec Marc-Antoine était hautement érotique et sexuelle. Et ça montre à quel point Cléopâtre était capable de s'adapter aux besoins d'une situation. Elle n'avait aucun problème à passer d'une attitude à l'autre. Cléopâtre est prête à tout pour conserver sa place sur le trône d'Égypte. Qu'il s'agisse de mêler le plaisir et les affaires ou de faire couler le sang de sa propre famille. Après avoir fait fuir son frère, Ptolémée XIII, et durant sa liaison avec César, Cléopâtre règne sur l'Égypte aux côtés de son frère cadet, Ptolémée XIV. À cette époque, le jeune garçon n'a aucun pouvoir et Cléopâtre gouverne à sa guise. Mais en grandissant, Ptolémée XIV devient une menace. Cléopâtre savait que son seul moyen de survivre était d'éliminer tous ses rivaux. Ptolémée XIV est mort à l'âge de 15 ans. Et c'est beaucoup trop gros pour n'être qu'une coïncidence. Il semblerait que Cléopâtre l'ait fait tuer d'une manière ou d'une autre, pour s'assurer que Césarion soit le seul héritier du trône. Derrière la beauté de la reine se cache une horrible vérité. Cléopâtre est une tueuse. Et Ptolémée XIV n'est pas le seul à représenter une menace pour Cléopâtre.
Elle se méfie aussi de sa cadette, Arsinoé. Mais grâce au pouvoir de son nouvel amant, elle ne tarde pas à se débarrasser de ce dernier obstacle familial. À cette époque, Arsinoé est en Anatolie, où elle a été envoyée en exil par César. Elle est hors de portée de Cléopâtre, mais pas des soldats de Marc-Antoine. Arsinoé était la seule encore en vie, mais elle a été exécutée sur ordre de Marc-Antoine. Seule représentante de sa fratrie, à 28 ans, Cléopâtre atteint enfin son objectif et s'octroie les pleins pouvoirs. Sa descendance est assurée par Césarion, son fils, qui est désormais seul héritier du trône. Tous ses rivaux ont été éliminés et la République romaine ne représente plus une menace grâce à sa liaison avec Marc-Antoine. Cléopâtre est maintenant libre de régner en toute tranquillité. Marc-Antoine et Cléopâtre continuaient de vivre leur passion. Chaque jour et chaque nuit était une fête. Ils menaient une vie fastueuse, extravagante. Ils s'accordaient tous les excès. Mais cette débauche n'est pas sans danger. Car si les Égyptiens ne s'en formalisent pas, les folies de Marc-Antoine et Cléopâtre font scandale à Rome. Cléopâtre était présentée comme une alcoolique par la propagande romaine, mais aussi comme un tyran et parfois même comme une prostituée. Cette image scandaleuse arrange les affaires du principal rival de Marc-Antoine à Rome, qui fait lui aussi partie du triumvirat, Octave. Antonius memor patri, nominis, À seulement 22 ans, il est déjà à la tête de la République romaine, partageant le pouvoir avec Lépide et Marc-Antoine au sein d'un triumvirat qui repose sur une alliance des plus fragiles. Les trois hommes se sont partagés la totalité des terres conquises par Rome. Mais très vite, Octave et Marc-Antoine se sont retrouvés seuls à la tête de la République. L'Occident revient à Octave, tandis que l'Orient revient à Marc-Antoine. Mais comme tous les aristocrates romains, il leur était très difficile de partager le pouvoir. Il était évident que leur alliance ne tiendrait pas. À Alexandrie, Cléopâtre et Marc-Antoine sont emportés par le tourbillon de leur passion et ne prêtent pas attention à la colère de Rome, ni aux manœuvres d'Octave. Cléopâtre est trop occupée à captiver son amant, dont elle ne veut surtout pas perdre l'appui pour voir la menace qui se lève à l'Occident. Il y a une histoire très célèbre qui raconte que Cléopâtre avait décidé d'organiser le banquet le plus coûteux qu'on ait jamais vu. Elle a dit à Antoine, « Combien d'argent es-tu capable de dépenser pour organiser une fête ?» Antoine a englouti une fortune pour répondre à sa provocation. Et Cléopâtre lui a dit, « Je peux faire mieux. » Au beau milieu du banquet, elle a simplement ôté l'une des somptueuses perles qu'elle avait aux oreilles. Elle l'a lâchée dans un grand verre de vin et l'a laissé se dissoudre avant de tout boire. Ce seul verre de vin coûte bien plus cher que les fêtes les plus somptueuses de Marc-Antoine. Cléopâtre s'est jouée de Marc-Antoine car elle est plus intelligente que lui. Il y a dans les récits de leur relation des éléments qui laissent deviner que Cléopâtre était la plus intelligente des deux. Il est donc possible qu'elle ait manipulé Marc-Antoine, ce qu'elle n'avait jamais réussi à faire avec Jules César auparavant. Grâce à cette emprise, Cléopâtre a pu éliminer une rivale inatteignable et elle s'est mise à l'abri de la République romaine. Mais elle ne compte pas s'arrêter là. Elle veut profiter du pouvoir de son amant pour réaliser sa plus grande ambition,
bâtir son propre empire. Une ambition à l'origine lointaine, enfouie dans son passé, et inspirée de son ancêtre, dont le tombeau trône au cœur d'Alexandrie, Alexandre le Grand. Le fondateur de la cité royale où Cléopâtre a grandi et le bâtisseur de l'un des plus grands empires de l'Antiquité, un empire qui s'étendait bien au-delà des frontières du royaume de la descendante des Ptolémées. L'empire d'Alexandre était gigantesque, mais il a été fragmenté au cours des siècles suivants. Cléopâtre veut reconstruire l'empire disparu d'Alexandre le Grand. Une ambition qui ne tarde pas à se transformer en obsession. Car sans aucun rival pour contester son pouvoir, et avec l'appui de Marc-Antoine, Cléopâtre a les moyens de transformer son rêve en réalité. Un nouvel empire méditerranéen sur lequel elle régnerait avec son amant et dont son fils hériterait. Il semblerait qu'elle ait effectivement eu ce désir d'unir l'Orient et l'Occident à la manière d'Alexandre le Grand quelques siècles plus tôt, pour créer un immense royaume multiculturel dont l'Égypte serait le berceau. Mais le plan de Cléopâtre a une faiblesse. Ses rêves de conquête dépendent de la capacité de Marc-Antoine à conserver son pouvoir à Rome. Et pendant qu'il passe du bon temps à Alexandrie, son contrôle sur le Sénat romain s'amenuise. Alors qu'Octave ne cesse de renforcer sa position en discréditant Marc-Antoine et Cléopâtre pour faire chuter les deux amants. Si Marc-Antoine ne prêtait pas attention à ce qui se passait à Rome au début de son séjour à Alexandrie, il a fini par se rendre compte qu'il valait mieux garder un œil sur la vie politique romaine, et surtout sur le Sénat. Au début de l'an 40 avant notre ère, après des mois passés à Alexandrie, Marc-Antoine se décide enfin à rentrer à Rome pour réaffirmer son pouvoir. Il laisse Cléopâtre seule et enceinte. Quand Marc-Antoine revient à Rome, on a tendance à imaginer que Cléopâtre se morfond de voir son amant la quitter. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Ce n'était pas dans son caractère d'attendre désespérément son retour. Pour Cléopâtre, il est essentiel que Marc-Antoine reste au pouvoir. Car s'il est évincé du Sénat, ses rêves d'avenir risquent une nouvelle fois de s'effondrer. Poussée par une ambition sans limite, elle est prête à sacrifier ses propres sentiments pour donner vie à ses rêves. Même si cela implique de laisser celui avec qui elle aura plusieurs enfants épouser une autre femme. Marc-Antoine a épousé la sœur d'Octave. C'était une manière de maintenir leur alliance. Dans la culture romaine, les femmes n'étaient que des pions sur l'échiquier politique. Le fait de les épouser ou d'en divorcer était un moyen concret de signifier la relation que vous aviez avec l'un des hommes de leur famille. À Alexandrie, Cléopâtre donne naissance à des jumeaux. Marc-Antoine, lui, reste aux côtés de son épouse, avec qui il fonde une famille. Sa place à la tête de la République n'est plus menacée. Mais même si Cléopâtre n'est plus à ses côtés, elle continue d'occuper ses pensées. Les deux amants correspondent en secret. Ils se tiennent au courant de leur situation et continuent de faire vivre leur rêve d'empire. Une ambition que ne partage absolument pas Octave et qui ne tardera pas à déclencher une guerre destructrice entre les deux hommes les plus puissants de la République. Ce conflit entraînera une situation que Cléopâtre a tout fait pour éviter depuis le début de son règne. Une guerre avec Rome. Une guerre qui la forcera à se mettre à genoux pour survivre, à prévoir sa propre mort et à trahir celui qui lui a donné son cœur. Depuis qu'elle est seule au pouvoir, Cléopâtre n'a qu'une obsession, se retrouver à la tête d'un immense empire unissant l'Orient et l'Occident, dont même Rome ferait partie.
Pour ce faire, elle compte sur l'aide de Marc-Antoine. Il est non seulement son amant, mais aussi le père de plusieurs de ses enfants. Et Cléopâtre espère le voir former un empire sur lequel elle pourra régner à ses côtés. En l'an 37 avant Jésus-Christ, elle décide donc de financer sa campagne contre l'Empire oriental des Parthes. Mais Marc-Antoine ne se montre pas à la hauteur de l'ambition de Cléopâtre. Sa campagne s'est soldée par un échec cuisant au cours duquel Marc-Antoine a perdu des dizaines de milliers de soldats. Lui-même n'était pas un grand guerrier, mais surtout, il avait très peu d'expérience dans le commandement d'une armée entière. Et le fait qu'il ait survécu n'enlève rien à l'échec que représente cette campagne. Humilié, Marc-Antoine décide de revenir à Alexandrie pour trouver réconfort dans les bras de Cléopâtre. Malgré sa défaite, Marc-Antoine décide tout de même d'offrir à Cléopâtre l'empire dont elle a toujours rêvé. Il a cédé une vaste partie de son empire aux enfants de Cléopâtre. Un don qui fait scandale à Rome, où l'arrivée d'une reine étrangère à la tête d'une immense partie de l'empire est perçue comme un rejet de l'autorité de la République et comme une véritable agression. Il devenait évident que Marc-Antoine et Cléopâtre étaient en train de construire l'empire oriental dont ils rêvaient, ce qui les mettait directement en opposition avec Octave. Pour Octave, cette provocation est de trop. Il présente Cléopâtre comme un dangereux tyran et comme une menace pour la République romaine. Octave sait qu'il s'agit d'une opportunité dont il doit absolument se saisir. Non seulement pour attaquer l'Égypte et piller ses richesses, mais aussi pour éliminer son grand rival, Marc-Antoine. Cléopâtre était le prétexte parfait pour Octave. Parce qu'au lieu de déclencher une guerre civile contre Marc-Antoine, elle lui permettait de justifier ce conflit en le présentant comme une lutte de Rome contre la menace égyptienne, de la République contre la monarchie, et surtout de l'homme contre la femme. Au printemps de l'an 32 avant notre ère, Octave déclare la guerre à l'Égypte. Un an plus tard, après une série de défaites pour les troupes de Cléopâtre et Marc-Antoine, les légions d'Octave se rapprochent d'Alexandrie. Et la reine doit accepter une terrible vérité. Elle a fait le mauvais choix. Parce que Marc-Antoine était le favori au départ. Et personne ne s'attendait à ce qu'Octave sorte triomphant du second triumvirat. Elle a probablement senti que c'était fini pour Marc-Antoine. Donc, elle a joué le tout pour le tout. Dans le plus grand secret, Cléopâtre fait une offre à Octave. Il y a un récit selon lequel elle lui aurait envoyé un sceptre ou peut-être une couronne pour lui faire comprendre qu'elle lui laissait l'Égypte. Elle lui a également fait savoir qu'elle était prête à lui donner beaucoup d'argent, à condition qu'il lui promette de protéger Césarion et de ne pas mettre l'Égypte à feu et à sang. Mais Octave n'est pas intéressé par l'argent de Cléopâtre. Il veut s'accaparer l'Égypte avec toutes ses richesses et toutes ses ressources. Mais surtout, il veut supprimer Marc-Antoine. Les deux amants n'ont plus d'autre choix que d'attendre l'arrivée d'Octave en tentant de noyer leur chagrin. Selon Plutarque, le groupe avec qui Marc-Antoine et Cléopâtre passent du bon temps, d'abord nommé Société de la vie inimitable, devient la société de ceux qui meurent ensemble. Dès leur arrivée, Octave et ses légions prennent Alexandrie d'assaut, écrasant facilement les derniers soldats de Cléopâtre. Celle-ci comprend alors qu'elle ne peut plus échapper à la mort. Mais pour la reine, il est hors de question de mourir de la main d'Octave. Le rapport au suicide était complètement différent dans l'Égypte antique.
Parce que, contrairement à aujourd'hui, la mort n'était pas un tabou. Elle faisait partie de la culture. Et elle était souvent violente. On mourait au combat ou d'une maladie. Donc le suicide était un moyen de contrôler sa mort, surtout chez les aristocrates. Et Cléopâtre a fait des recherches en la matière. Au cours de son règne, elle teste différents poisons sur des prisonniers pour trouver celui qui pourrait offrir une mort à la fois douce et digne. Utiliser le bon poison était vu comme un moyen de passer paisiblement dans l'au-delà. Et c'est exactement ce qu'aurait souhaité une reine d'Égypte. Mourir paisiblement et à sa manière. Il est donc très probable que Cléopâtre ait choisi la façon dont elle allait passer dans l'au-delà. Le 1er août de l'an 30 avant Jésus-Christ, après des nuits à se consacrer au plaisir et des jours à décider de sa propre mort, Cléopâtre dit un dernier adieu à Marc-Antoine. Il quitte le palais de la reine pour un ultime affrontement contre les troupes d'Octave. Mais ses soldats se sont déjà rendus. Marc-Antoine n'est plus qu'un général sans armée. Quand Marc-Antoine est sorti du palais, les dieux l'auraient délaissé. Et si on en croit les auteurs de l'Antiquité, être abandonné par les dieux est une fatalité. Tout était perdu. Pour Marc-Antoine, comme pour Cléopâtre, la fin est proche. Le pacte tragique des deux amants, décidant de se tuer ensemble par l'épée et la morsure d'un cobra égyptien, est une légende largement reprise dans les tragédies shakespeariennes et les films hollywoodiens. Mais la réalité est bien plus étrange et bien plus sinistre. Selon certains récits, Cléopâtre aurait envoyé un messager pour annoncer à Marc-Antoine qu'elle s'était suicidée. Cléopâtre connaissait sans doute Marc-Antoine mieux que n'importe qui. Elle savait comment il prendrait la nouvelle et comment il réagirait. Soit il allait prendre la fuite, soit il allait se suicider. Mais en réalité, Cléopâtre est toujours en vie. Elle savait que c'était fini pour lui et qu'elle ne pouvait rien faire pour le sauver. Mais elle n'était pas encore sûre que c'était fini pour elle. Elle a décidé d'abandonner son amant, un homme pour qui, je pense, elle éprouvait vraiment de l'amour, parce qu'elle voulait absolument s'assurer qu'il n'arriverait rien à son royaume. Face à ce dilemme déchirant, Cléopâtre choisit le pouvoir plutôt que la passion et sacrifie Marc-Antoine pour sauver l'Égypte. On peut difficilement y voir autre chose qu'un choix purement politique, ce qui rend cette décision particulièrement cruelle. Cléopâtre aura peut-être manipulé l'homme qu'elle aimait au point de le pousser à se suicider. Et le plus terrible dans tout ça, c'est que Marc-Antoine souffrait atrocement de la blessure qu'il s'était infligée en se jetant sur sa propre épée. Mais il n'était pas mort. Et quand elle a appris qu'il était vivant, Cléopâtre a envoyé des gardes le chercher pour l'amener à ses côtés, dans le mausolée où elle se cachait. Même si Cléopâtre n'avait pas hésité à le sacrifier pour essayer de s'offrir une dernière chance, Marc-Antoine restait sans doute le seul homme qui avait réellement compté dans sa vie et qu'elle avait vraiment aimé. C'est probablement ce qui a donné lieu à la scène incroyablement romantique et dramatique dont s'est inspirée la légende.
La légende. Celle des amants maudits, de la morsure du cobra et du pacte mortel. La scène que tout le monde connaît met l'accent sur le côté tragique de la situation. Cléopâtre prend Marc-Antoine dans ses bras. Elle lui déclare un amour sincère et inconditionnel. Puis elle prend un cobra égyptien dans un panier et le porte à son sein. La version très hollywoodienne de cette histoire veut que Marc-Antoine meure aux pieds de Cléopâtre, qu'elle laisse sa main glisser vers le cobra et qu'elle le guide jusqu'à sa poitrine pour mourir aux côtés de son amant. Mais ce n'est pas ce qui s'est réellement passé. Ce 1er août de l'an 30 avant Jésus-Christ, Marc-Antoine décède, 9 ans après avoir été ébloui par la reine égyptienne lors de leur rencontre à Tarse. Mais Cléopâtre n'a pas l'intention de mourir à ses côtés. Le pacte secret des deux amants n'a jamais existé. Lorsque les soldats d'Octave arrivent au mausolée, Cléopâtre les suit, laissant le corps de Marc-Antoine derrière elle. Elle en est consciente. C'est sa dernière chance de survivre. Lorsqu'Octave envahit facilement Alexandrie, après avoir déclaré la guerre à l'Égypte, Marc-Antoine se suicide, laissant Cléopâtre seule. Mais contrairement à son amant, la reine ne met pas fin à ses jours. Elle se rend à l'ennemi dans l'espoir d'échapper à la mort. Dans l'imaginaire collectif, Cléopâtre se tue juste après la mort de Marc-Antoine. Son amour n'est plus, donc elle doit mourir aussi. Mais la réalité est différente. Il n'y a pas de cobra, pas d'élan tragique, pas de fin hollywoodienne. Cléopâtre savait qu'elle devrait peut-être se suicider. Elle avait d'ailleurs fait beaucoup de recherches sur les différents poisons qui existaient à l'époque. Mais je ne pense pas que c'était la seule issue à ses yeux. Ce n'était qu'une option parmi d'autres, même si elle n'en avait plus beaucoup à ce moment-là. Des options qui dépendent entièrement d'Octave. Une fois Alexandrie sous son contrôle, il fait arrêter Cléopâtre qui a l'interdiction de quitter son palais. Le seul espoir de la reine déchue est de séduire Octave comme elle a séduit Marc-Antoine. Elle savait qu'un spectacle éblouissant comme celui qu'elle avait offert à Tarse n'aurait aucun effet sur lui. Donc elle a changé d'approche et au lieu d'essayer de le séduire par une démonstration d'opulence, elle a tenté de le charmer sur le plan intellectuel. Cléopâtre est prête à jouer son va-tout pour tenter de survivre, mais aussi pour sauver la vie de ses enfants. Elle réunit donc des lettres que lui avait envoyées César, père adoptif d'Octave, dans lesquelles il salue la loyauté de Cléopâtre envers Rome. Elle s'est montrée incroyablement persuasive. Et Octave n'a pas voulu rester une seconde de plus en sa présence. Donc il s'est levé et il est parti précipitamment parce qu'il ne voulait plus avoir affaire à elle. Je pense que s'il était resté un peu plus longtemps, elle l'aurait très probablement convaincu. Cléopâtre a enfin trouvé un adversaire à sa taille. Octave ne se laissera ni convaincre, ni séduire, ni acheter. Car il est tout aussi impitoyable et entêté que Cléopâtre l'a été pendant son règne. Malgré son pouvoir de séduction, malgré tout l'érotisme qu'elle dégageait, et malgré sa grande intelligence, Cléopâtre est restée impuissante face à Octave. Mais Octave ne veut pas se contenter de cette victoire militaire. Il veut humilier Cléopâtre
en l'exhibant dans les rues de Rome lors de son triomphe pour afficher sa domination absolue. Il voulait montrer combien cet ennemi de la République était tombé bas. Il voulait la ramener avec lui à Rome, où elle aurait été trimballée dans les rues de la ville à l'arrière d'un chariot et couverte de légumes pourris par une foule vindicative. Mais Cléopâtre le savait et il était hors de question pour elle d'accepter cette humiliation. Cléopâtre doit admettre la vérité. Son rêve de préserver l'indépendance de l'Égypte, de bâtir un empire digne de celui d'Alexandre le Grand et de garantir l'avenir de ses enfants ne deviendra jamais réalité. Dès qu'elle a compris qu'elle ne pourrait jamais obtenir ce pourquoi elle s'était battue toute sa vie et qu'elle n'avait plus aucune chance de construire le monde dont elle avait toujours rêvé, elle a tout simplement décidé de quitter ce monde, parce qu'il était hors de question pour elle de vivre une vie qui ne méritait pas d'être vécue. Le 12 août de l'an 30 avant Jésus-Christ, 11 jours après la mort de Marc-Antoine, Cléopâtre met fin à ses jours. Elle ne laissera pas Octave décider de son sort. Je pense qu'Octave voulait absolument la ramener à Rome pour que sa vengeance soit totale. Et je pense qu'en femme de principe, Cléopâtre n'a pas voulu passer un jour de plus dans un monde qui ne serait jamais à la hauteur de ses espérances. Donc elle a quitté ce monde. Même en mourant, Cléopâtre garde le contrôle. Elle lui a arraché la victoire des mains. Et dans son ode, Horace fait dire à Octave « Créature, comment oses-tu ôter ta propre vie ?» En se suicidant, elle a échappé à l'emprise d'Octave. Et elle lui a sans doute infligé le plus grand échec de sa vie. Pour se venger, Octave détruit tout ce pourquoi Cléopâtre s'est battue pendant son règne. L'Égypte est engloutie par la République romaine. Césarion, son fils adoré et l'objet de tous ses rêves d'avenir, est assassiné. Et les enfants qu'elle a eus avec Marc-Antoine sont envoyés en exil à Rome. Cléopâtre n'est plus. Mais 2000 ans après sa mort, sa légende continue de fasciner. Le nom de Cléopâtre sera éternellement lié à l'image d'une femme désirable qui a séduit les plus grands noms de la Rome antique. Mais il ne faut pas oublier que c'était aussi une reine incroyablement tenace et puissante. Il aura fallu attendre très longtemps, mais nous sommes enfin capables de la voir comme une véritable dirigeante politique qui a dû jouer de sa féminité pour atteindre certains des objectifs qu'elle s'était fixés. C'était une reine ambitieuse et féroce, mais c'était aussi une personne charismatique, fascinante et particulièrement intelligente. Dans cette strate de la société, il fallait être prêt à tuer ses rivaux et à coucher avec les personnes dont vous aviez besoin. Et en ce sens, je pense que l'Égypte n'aurait pas pu rêver meilleure reine que Cléopâtre. Mère dévouée et tueuse féroce. Politicienne impitoyable et hédoniste passionnée. Séductrice fatale et déesse incarnée. Autant de contradictions qui font de Cléopâtre une figure unique et mystérieuse, mais surtout impossible à oublier. Elle dégage un charme puissant. Même en sachant les horreurs qu'elle a commises, vous voulez quand même tout savoir d'elle. C'était une femme intelligente, passionnée, et c'était surtout une femme qui savait tirer avantage de ses talents, que ce soit pour son propre intérêt, pour celui de son royaume ou pour celui de ses enfants. C'est pour ça qu'on parle encore d'elle aujourd'hui.